Alors, suite de la correction des exercices sur le travail d'une force et l'énergie d'un système mécanique, donc on est au 15, page 269. Alors, le 15, page 269, encore une fois, l'énoncé est très court, mais il n'est pas très détaillé. C'est ça qui est difficile parce qu'il va falloir traduire l'énoncé sous forme d'un schéma, comprendre la situation physique et appliquer le bon théorème pour trouver, là, en l'occurrence, la vitesse de la pierre lorsqu'elle tombe au sol. Alors, une pierre de masse petite m, initialement immobile, ça c'est important, et lâchée d'une hauteur h, ça c'est aussi important. On néglige l'action de l'air sur la pierre, ça veut dire qu'on néglige toutes les forces de frottement. Et en fait, ce qui est sous-entendu ici, c'est qu'il n'y a que le poids de la pierre qui s'exerce dans la situation décrite par l'exercice. Alors, c'est plutôt réaliste si la pierre tombe d'une hauteur faible. Si la pierre tombe d'une hauteur importante, c'est beaucoup moins réaliste. On peut moins négliger les forces de frottement. Nous, on se place dans une situation où on peut négliger les forces de frottement. On étudie ça dans le référentiel terrestre et on demande d'exprimer littéralement la valeur de la vitesse. Donc, pas de calcul parce qu'on n'a aucune donnée numérique, mais trouver l'expression de la vitesse de la pierre lorsqu'elle atteint le sol, ça va dépendre de quels paramètres. Alors, on va avoir peut-être des surprises. Alors, l'exercice 15. Donc, un schéma. On commence par un schéma. Voilà. Et avec un petit peu d'expérience, vous allez voir, on peut utiliser soit le théorème de l'énergie mécanique ou le théorème de la conservation de l'énergie. Pardon. On peut utiliser soit le théorème de l'énergie cinétique ou le théorème de la conservation de l'énergie mécanique. C'est deux méthodes équivalentes. Mais d'abord, le décrypage de l'énoncé. Donc, système étudié, la pierre de masse petit m. On l'a déjà dit. Voilà. Alors, masse petit m. Est-ce que ça va intervenir dans l'expression de la valeur de la vitesse? Vous allez voir. Référentiel d'étude dans le référentiel terrestre, sans aucune surprise. Bilan des forces exerçant sur le système. Vous rappelez le triptyque là. Il y a trois choses à faire importantes quand on commence un système. Quand on étudie le mouvement d'un système, d'abord le système étudié. Dans quel référentiel on l'étudie? Et le bilan des forces qui s'exercent sur le système étudié. Donc le poids de la pierre. Voilà. Ça, c'est normal. Au voisinage de la Terre, tout objet a un poids. Donc, je répète que tout ce que vous pouvez appeler gravité, force d'attraction de la Terre, tout ça, c'est intégré dans la notion de poids. Il n'y a pas la force de gravité qui viendra en plus, c'est le poids. Et on néglige toutes les autres forces. Donc, il n'y a qu'une force, le poids de la pierre. Voilà, rappelez-vous, quand il n'y a que le poids qui s'exerce, on dit que l'objet est en chute libre. Ça, c'est la définition physique de la chute libre. Définition physique, attention. Alors, le schéma qui va avec la situation, voilà, ça ressemble un petit peu à ce qu'on a fait dans l'exercice 13, même ça ressemble très fortement. On décide de choisir un point A, un point B, point de départ, point d'arrivée. Un axe vertical orienté vers le haut, un axe des Z. Le point à la coordonnée ZA, le point B à la coordonnée ZB. Voilà. Ce qu'il faut comprendre, c'est traduire ce qu'on dit dans l'énoncé. On parle d'une latitude H, que la pierre est lâchée d'une hauteur H. Alors, H, ça correspond à quoi par rapport à la définition du point A et du point B? Ça correspond à la différence ZA moins ZB. H, c'est ça, la hauteur de chute en fait. Voilà. La hauteur de chute. Donc en fait, on a ZA moins ZB qui est strictement positif, puisque ZA est plus grand que ZB. Le point A est au-dessus du point B. H, c'est une altitude, donc forcément positive. Donc on a bien une cohérence dans les signes entre H et ZA moins ZB. Voilà, pour vérifier, ça on n'est pas obligé de le faire, mais c'est juste pour bien vérifier qu'on n'a pas de problème de signe, d'erreur de signe. Et surtout quand on n'a pas l'habitude de manipuler ça. Alors, j'ai dit qu'on pouvait utiliser le théorème de l'énergie cinétique. Alors, je vais corriger juste cette méthode-là. Dans un autre exercice, on fera autrement. Alors, que dit le théorème de l'énergie cinétique? L'énoncé très général. Il dit que la variation d'énergie cinétique du système entre le point A et le point B est égale à la somme des travaux des forces qui s'exercent entre le point A et le point B. Ça, c'est la somme. C'est le terme qui veut dire somme.
Ça, c'est le terme qui veut dire variation. Donc, variation de E, c'est de l'énergie cinétique entre A et B, est égale à la somme, pas des forces, mais la somme des travaux des forces qui s'exercent entre A et B. Ça, c'est l'énoncé très général du théorème d'énergie cinétique appliqué à la situation qui nous intéresse. Qu'est-ce que ça devient? Il n'y a qu'une force, le poids. Donc la somme des forces se résume au travail du poids, W du vecteur P. De l'autre côté, variation de EC, c'est EC final, c'est-à-dire au point B, moins EC initial, c'est-à-dire au point A. Et on déroule comme on l'a fait dans un exercice précédent. ECB, c'est 1,5 de la masse sur la vitesse au carré au point B, moins ECA, 1,5 de la masse sur la vitesse au carré au point A. Voilà, alors ça, il y a quelque chose qu'il va falloir connaître. C'est que le travail du poids entre A et B, ça, par contre, le redémontrer à chaque fois, ça va être un petit peu lourd, donc il faut savoir, alors, à mon avis, par cœur, que le travail du poids, attention, que du poids, hein, le travail du poids d'un objet, n'importe quel objet entre A et B, c'est M fois G fois ZA moins ZB. Alors attention, attention, je répète. Donc je reprends en changeant de couleur. Travail du poids. Ce que je dis, c'est vrai que pour le poids. A entre A et B, A point de départ, B point d'arrivée, c'est M fois G fois la différence des coordonnées verticales du point de départ moins le point d'arrivée. Si on aurait fait entre B et C, travail du poids entre B et C, ben là on aurait mis ZB moins ZC. C'est comme ça qu'il faut le retenir. Il ne faut pas retenir bêtement, je dirais, M fois G fois ZA moins ZB. C'est M fois G fois Z du premier point moins Z du deuxième point. Z étant la coordonnée verticale. Sinon, si on vous change les points de départ de A et B, si on vous les change, là, vous êtes paumé. Là. Voilà, il faut s'adapter à une situation différente. La vitesse initiale est nulle. Donc au point A, elle est nulle. On l'avait déjà dit ici quand on avait fait le petit schéma où il y a tout là, dans ce petit schéma. Donc tout ce terme-là est nul. Voilà. 1/2 de M fois VB carré. Voilà. Ce qu'on peut faire de très intéressant, puisqu'en fait, dans l'énoncé, on ne nous parle pas de ZA et de ZB. C'est nous qui les avons introduits. Ça vaut H ZA moins ZB. On a déjà dit que ZA moins ZB, ça valait H, la hauteur de chute. Et on voit, donc, de ce côté-là, du côté gauche, il ne reste que 1/2 de M fois VB carré, puisque le deuxième terme est nul. De l'autre côté, ça vaut M fois G fois H. Et on voit qu'en fait, la masse disparaît de l'équation. Donc, la masse disparaît du problème. La masse ne va pas intervenir dans la vitesse de la pierre lorsqu'elle arrive au point B, au point final, point d'arrivée. Alors ça vient de quoi? Ça vient du fait qu'on a négligé les forces de frottement, parce que ça peut paraître contre-intuitif, que la masse ne joue pas sur la vitesse de la pierre au point B, à son point d'arrivée. Et ça vient du fait qu'on a négligé les forces de frottement de l'air, notamment. Voilà. Donc, lorsqu'on néglige les forces de frottement, lorsqu'elles sont négligeables, la vitesse de la pierre à son point d'arrivée ne dépend pas de sa masse. Ça, c'est un résultat qui peut paraître un peu déroutant. Donc, la masse se simplifie. Je fais passer le 2 de l'autre côté. Le 2 passe de l'autre côté. Donc, il passe au-dessus. Donc, ça fait 2 fois G fois. Je prends la racine carrée pour passer de V carré, VB carré à VB. Et un résultat bien connu des physiciens ou même des militaires, je dirais, c'est un résultat qu'ils retiennent par cœur, hein, la vitesse d'un objet qui chute en chute libre, c'est racine de 2 fois G fois H, la hauteur de chute. Voilà, si on assigne petit g à 10, qui est la valeur approximative, la hauteur de chute de 10 mètres, 10 fois 10, 100 fois de 200, racine de 200, ça nous donne la vitesse lorsque l'objet chute de 10 mètres. Alors attention, c'est en considérant que les frottements sont négligeables. Voilà, c'est un résultat qui est d'autant plus valable que la hauteur de chute est faible, parce qu'ici, on néglige les frottements. Alors, on peut reprendre encore un résultat plus simple à calculer de tête. Si une hauteur de chute de 5 mètres, 5 fois de 10 fois 10, 100, racine de 100, 10 mètres par seconde. 10 mètres par seconde, ça fait 36 km/h.
lorsqu'on objet chute de 5 mètres, il arrive à 5 mètres plus bas. Lorsqu'il part avec une vitesse initiale qui vaut 0, il arrive à 36 km/h, 5 mètres plus bas. Donc ça, c'est un résultat intéressant. Alors le 17. Le 17, je ne l'ai pas corrigé parce qu'en fait, il est analogue à ce qu'on a fait dans l'interprétation du TP que l'on a fait ensemble. Ça vous dit quelque chose de rebond d'un ballon qui rebondit, là, en l'occurrence ici 2 fois. Il y a une similitude assez importante dans ce qu'on a fait en TP. Et cet exercice 17, donc je passe assez rapidement. Ensuite, le 18. Alors, le 18. Le 18, je change de page. Je zoome. Donc, on est là. Alors, un wakeboarder. Il est sur un plan d'eau. Il est tracté par une perche, par un câble. Voilà. Là, le câble exerce sur lui une force F. Alors, attention, on s'intéresse juste à la force F. Là, voilà. Quelle action est modélisée par la force F? Donc là, on veut vous faire dire c'est quoi cette force F là? C'est la force de traction du câble. Force de traction du câble. Définir le travail de cette force constante entre A et B, se déplace entre A et B. Voilà, donc on réutilise la définition du travail d'une force. Ouais, je répète que la définition première du travail d'une force, c'est le vecteur force fois le scalaire, le vecteur déplacement. C'est égal aussi à la norme de la force fois la norme du vecteur déplacement, c'est-à-dire la distance parcourue, fois le cosinus de l'angle entre le vecteur force et le vecteur déplacement. Là, l'angle, c'est l'angle alpha. Alors, je vous avais déjà dit, hein, faites attention, ce n'est pas parce qu'on vous donne un angle dans la figure que c'est le bon angle. Alors, le vecteur F, il est comme ça. Le vecteur AB, je vous réexplique la technique. On le translate, le vecteur AB, le vecteur A, il est là. Le vecteur B, il est là. Le point B, il est là. Le point A, il est là. Le point B, il est là. Le vecteur AB, qui en fait fait comme ça, là. Le vecteur AB, vecteur déplacement. Je le translate en le faisant commencer. Ah ouais, alors là, j'étais un peu loin. En le faisant commencer du même point que le vecteur force. Et là, normalement, je devrais voir beaucoup plus facilement que l'angle entre le vecteur F et le vecteur AB, il est là. Je pars du vecteur F, je vais au vecteur AB, c'est ça. Donc, c'est bien l'angle alpha qui m'est donné sur la figure. Attention, je vérifie quand même. On peut imaginer des petits pièges. Vous savez que j'aime bien faire les petits pièges. Donc, voilà. Donc, est-ce qu'on a tout? Eh bien, on revient à l'énoncé. On nous donne la valeur de la force en newton, norme de F. On nous dit que AB, c'est 150 mètres et on nous dit que l'angle alpha, c'est 40 degrés. Donc, 115 newtons pour la valeur de la force, 150 mètres pour le déplacement, 150, cosinus de 40 degrés. On fait le calcul et on trouve ça. Voilà. Je vous rappelle que il faut que pour utiliser cosinus de 40 degrés, il faut que la calculatrice soit programmée en degrés. Quand on tape cosinus 40, on tape bien cosinus 40 degrés. Voilà, je m'arrête là pour cette vidéo.